En 1967, Louis Nicolin débarque à Montpellier. Il suit alors son père Marcel, directeur du groupe Nicolin, une entreprise de collecte des déchets. Véritable amoureux de football, Louis va alors créer son propre club de foot corporatif, sans grande ambition, juste pour le plaisir du jeu. Mais en 1974, après de très longues tractations, les clubs du Montpellier Littoral FC et de l'AS Payade fusionnent, Nicolin devient le président, ça y est, le Montpellier La Payade Sport Club Littoral est né. Putain, le Montpellier La Payade Sport Club Littoral, vraiment celui qui a eu l'idée de ce nom... C'est pas le... Voilà quoi. J'ai pas d'argument, mais le nom est trop long. Si le club démarre son histoire en division d'honneur, il va très vite se faire remarquer, et dès 1981, le Montpellier Payade Sport Club, ouais ils ont enfin changé, est en première division. Mais ce passage sera de courte durée, car seulement un an après son arrivée dans l'élite, Montpellier redescend en D2. Il faudra attendre 6 ans et l'année 1987 pour revoir Montpellier en D1, et c'est ici que notre histoire commence. Bienvenue au Bureau Foot, et voici la grande histoire du Montpellier Héros Sport Club en Coupe d'Europe. Pour son retour dans l'élite, Montpellier finit sur le podium de D1. Et comment expliquer ce succès si rapide? Nicolin a mis le paquet sur des stars du championnat avec l'arrivée du défenseur brésilien Julio César et de la légende Roger Mila. Et grâce au talent du centre, tels Jean-Claude Lemoult, Pascal Baïs, Kader Ferraoui et un certain Laurent Blanc, le MPSC va disputer la Coupe UEFA. Et pour être compétitif sur la scène européenne, Loulou a sorti le chéquier, avec notamment l'arrivée de Michel Darzakarian, mais surtout celle du phénomène colombien Carlos Valderrama. Montpellier démarre sa campagne européenne en 32e de finale contre un ogre européen, le Benfica. Et vraiment ils ont pas eu de chance, parce que Benfica, 2 ans plus tôt, il faisait finale de Ligue des Champions. Ouais, vraiment pas de chance. Le match aller se déroule à la Mosson, mais cette rencontre historique n'attire pas grand monde, car seulement 12 500 spectateurs sont présents. Et de ce que j'ai compris, c'était surtout à cause du prix des places, car à 500 francs la place, vraiment à l'époque, c'était énorme. Si Nicolin est aux anges de voir son bébé en Europe, sur le terrain, les Montpelliérains vont vite déchanter. C'est simple, ils vont prendre 3-0. Bon, au retour à Benfica, ils vont prendre le même tarif, 3-0, mais Patrick Cubanez va marquer le premier but de l'histoire de Montpellier en Coupe d'Europe, et il est magnifique. Bon, le résultat est hyper sévère, mais Montpellier a fait l'essentiel, rentrer dans la cour des grands. Et pour les revoir en Europe, bah pas tant très longtemps. J'ai hyper chaud, je suis en sueur, Le maillot manche longue, c'est une très mauvaise idée, Alors oui, il a du flow, mais j'ai chaud. En 1990, le Montpellier Payade Sport Club, devenu Montpellier Héros Sport Club, remporte son premier trophée, la Coupe de France. Mais 2 grands artisans de ce succès vont quitter la Payade, d'abord Eric Cantona qui retourne à l'OM et l'entraîneur Michel Mézy qui retourne lui chez le Minimois. Et j'ai pas encore parlé de Monsieur Michel Mézy, mais c'est une icône du club. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée de passer Laurent Blanc du poste de numéro 10 à libéraux. Et rien que pour ça, et pour tout ce que tu as fait à Montpellier, merci Michel. Et pour remplacer Mézy, Nicolin va récupérer l'entraîneur polonais Henri Kasperzak. Et Kasperzak emmène dans ses bagages un Polonais inconnu au bataillon, Jacek Ziobert. Mais on va surtout retenir le recrutement du jeune Claude Barabé au cage, qui a été préféré à Bernard Lama, et ça on va voir, ça aura de grosses conséquences. Après la Coupe UEFA 2 ans plus tôt, Montpellier découvre la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, qui réunissait les vainqueurs de coupe. L'aventure démarre en 16e, et une nouvelle fois, pas de chance au tirage, Montpellier tire le PSV Eindhoven. Et le PSV Eindhoven, c'est le club qui 2 ans plus tôt a battu Benfica en finale de C1. Donc ouais, vraiment Montpellier, ils ont pas de chance. Le PSV de Romario est donc le grand favori, et ils se permettent d'être hautains vis-à-vis de leur adversaire. Et ce comportement va gonfler à bloc les Montpelliérains en match aller, qui vont s'imposer 1-0 sur un but de Jacek Ziobert. Après ce premier exploit européen, le retour aux Pays-Bas s'annonce explosif, et il le sera. Le 3 octobre 90, les vagues hollandaises s'abattent sur la cage de Barabé, mais les Montpelliérains vont être héroïques, et malgré l'expulsion de Vincent Guérin, ils vont tenir, score final 0-0. Montpellier tient enfin son premier exploit européen, et file en 8e. En 8e, Montpellier affronte le Steaua Bucarest. Mais le peuple roumain vit un contexte difficile avec la chute du régime communiste. Et donc à cette époque, la chute du régime communiste, c'était pas Jojo quoi. Bah oui, c'est la guerre. Merci, putain. Merci pour la précision, C'est dans ce contexte difficile que les Roumains se rendent à la Mosson et la rencontre va être légendaire. Dès la 13e minute, un attaquant roumain s'en va seul en profondeur, mais va être arrêté par un coup de sifflet d'un spectateur. Bon, déjà, ça, c'est légendaire. Merci, mais c'est pas fini. À la 22e, le défenseur du Steaua, Popa, est expulsé, et quelques minutes plus tard, ils vont encaisser le premier but du match avec cette magnifique boulette. Vraiment, ils ont pris un déluge. Et en parlant de déluge, ça tombe bien, parce qu'il pleut des cordes à Montpellier.
Finalement, malgré le déluge, le match va continuer et c'est le Steaua qui va prendre une pluie de buts, Montpellier s'impose 5-0. Le match retour sur terrain neutre sera une formalité avec la victoire 3-0 de Montpellier, direction les quarts de finale. 4 longs mois ont passé et Montpellier attend le nom de son prochain adversaire et ils vont tirer le gros lot, le Manchester United d'Alex Ferguson. Et pour la première fois en Europe, Montpellier se déplace au match aller au mythique Théâtre des Rêves. Les projets pris l'accent, d'accord. Et la rencontre va très mal commencer pour les Payadins avec l'ouverture du score de Macler dès la première minute de jeu. Mais le destin va sourire au MHSC avec ce but gag de Lee Martin 5 minutes plus tard. Et apparemment, Montpellier a fait un super match, ils ont réussi à tenir la dragée haute à Manchester et ont même failli gagner à la dernière minute. Mais bon, un partout à Manchester, c'est un super résultat. Mais le problème dans l'histoire, c'est que Montpellier a perdu pas mal de joueurs importants avec l'expulsion ultra sévère de Pascal Baïs et l'absence de Der Zakarian et Vincent Guérin pour le retour. Le mardi 19 mars 91, tout est réuni pour une soirée de rêve à la Mosson, mais ce rêve, il va se transformer en cauchemar. Mais bon, ça, c'est pour un prochain épisode. Non, je déconne. C'est pas drôle, arrête. La première mi-temps est équilibrée et on se dirige alors vers un bon vieux 0-0 jusqu'à la 45e et ce coup franc lointain pour Blackmore. Barabé sort la boulette au pire des moments et retour des vestiaires, Blackmore pousse Colter à la faute, penalty. En 300 secondes, Montpellier a craqué et dit adieu à l'Europe. Mais le pire dans l'histoire, c'est que c'est Manchester qui remportera la Coupe des Coupes, donc Montpellier était vraiment à ça. Pas loin quoi. Les départs de Biles, Xuereb, Valderrama et Laurent Blanc signent la fin de l'âge d'or du club, il faudra attendre quelques années pour voir le Montpellier héros en Coupe d'Europe. En 1995-96, Montpellier termine à la 6ème place de D1 et obtient donc la dernière place qualificative à la Coupe UEFA. Et l'équipe a bien changé, avec le retour de figure du club, celui de Michel Mézy sur le banc et ceux de Kader Ferraoui et Pascal Baïs, les purs produits de Gramont. Bon, on retrouve aussi quelques joueurs expérimentés comme Der Zakarian, Franck Sauzé et Thierry Lauré, mais bon, globalement, l'équipe fait pas rêver. Et pour son retour en Europe, Montpellier tire le Sporting Portugal. Et on a très peu d'infos sur le match aller à la Mosson, donc on va juste retenir le score, un partout. Au retour, Montpellier se rend au Sporting avec un maillot jaune. Oui, un maillot jaune, je t'explique, car c'est du très grand loulou. En gros, Nicolas est allé voir un match la veille du match qui lui a promis la victoire si son club portait un maillot jaune. Et le résultat, ils ont perdu 1-0. Voilà. Après ce fiasco, Montpellier ne portera plus jamais de maillot jaune et Nicolas est allé foutre une bonne droite hommage. Non, c'est pas vrai, quand même pas. J'abuse, pardon. C'était marrant, mais non, c'est de la violence. Bon, prochain parcours. Il faudra attendre seulement 2 ans pour que Montpellier retrouve la Coupe UEFA, et entre-temps, il y a eu du changement. Déjà, Michel Mézy a été remplacé par Jean-Louis Gasset. Toujours là. Mais Jean-Louis Gasset, c'est surtout le fils de Bernard Gasset, un des hommes à l'origine du Montpellier héros. Donc monsieur Bernard Gasset, déjà paix à votre âme, mais surtout, merci pour tout. Et pour remettre Montpellier sur le devant de la scène, Nicolas a dû faire confiance aux anciens Nantais, Loco, Pedros et Wedek. Et ces transferts sont considérés comme l'un des pires moves de l'histoire du club. Donc là, sur le coup, Loulou, pas bien joué. Mais bon, merci pour tout quand même. Je l'ai même pas dit d'ailleurs. Loulou, merci. Quand même. Oh, la politesse quoi, merci pour tout ça quoi. Et comment Montpellier se retrouve en Coupe UEFA, mais ils ont gagné la Coupe Intertoto. Bon, alors oui, j'ai pas encore parlé de la fameuse Coupe Intertoto, mais bon, je considère pas ça comme une vraie Coupe d'Europe, du coup on passe à côté. Au premier tour, Montpellier affronte l'Étoile Rouge de Belgrade. Et suite aux tensions en Yougoslavie, le match se joue en Bulgarie au match aller, et Nicolin gagne 1-0. Montpellier gagne 1-0 surtout, but de Loco. Et grâce au but des Nantais Loco et Wedek au match retour, Montpellier arrache le nul de partout et se qualifie pour le second tour. Pour ce second tour, Montpellier affronte une vraie équipe, le Deportivo. Et oui, à cette période, le Deportivo, c'était l'une des meilleures équipes d'Espagne. La logique va alors prendre le dessus et Montpellier s'incline 3-1 à l'aller avec des buts de Roy Mackay et de Pedro Miguel Pauleta. Mackay et Pauleta marqueront les 2 buts du match retour et Montpellier sort par la petite porte. Cette saison-là, le Deportivo remportera la Liga et le MHSC redescend en D2. Ouais, 2 salles, 2 ambiances. La Payade va alors connaître les montagnes russes et subir la pire période de l'histoire du club, étant en bord de la relégation en nationale. Roland Courbis va venir sauver le navire payadin et faire remonter le club en Liga en 2009, avant de laisser place à René Girard, qui va écrire la plus belle page de l'histoire du club. C'est nul! Bon, on est reparti. Nouveau maillot, magnifique. Bon, je préfère l'ancien, mais sympa aussi. Maillot des 40 ans. En fait, c'est 50. Coïncidence? Bon, allez.
Pour son retour dans l'élite, le MHSC termine à la 5e place de Ligue 1 en 2009-2010. Cette belle performance leur permet d'accéder au 3e tour préliminaire de Ligue Europa, le tour avant les barrages. Mais au mercato, le MHSC va perdre son meilleur joueur, l'Argentin Tino Costa, et son meilleur buteur, le Colombien Victor Hugo Montagno. Mais la direction a tout prévu, car dès l'hiver, ils ont offert un pré-contrat au futur meilleur buteur de Ligue 2, Olivier Giroud. Pour performer en Europe, René Girard fait confiance à la jeunesse et intègre progressivement la génération 90, et dedans on a du très lourd. Bon, la génération 90, c'est celle qui a gagné la Coupe Gambardella en 2009, avec du Belhanda, Cabella, Stambouli, El Kaoutari, Jonas Martin et même TJ Savanier. Bon, TJ c'est le seul que j'ai cité qui n'a pas eu la confiance de Girard, mais bon, c'est pas le sujet, revenons à l'Europe. Pour ce 3e tour préliminaire, Montpellier tire le club de Győr, 3e championnat hongrois. Au match aller en Hongrie, Montpellier va s'imposer 1-0 sur ce but extraordinaire de Giroud. Montpellier gère le retour à la maison jusqu'à la 45e et cette sortie ratée de Jourdain, Győr mène 1-0. En début de seconde période, un défenseur hongrois est expulsé, mais même à 10 contre 11, Montpellier n'y arrive pas, direction les tirs au but. Camara et Estrada vont rater leur penalty et Montpellier est lamentablement éliminé. Mais c'est aussi ça le MHSC, hein. T'es capable de tenir tête aux grandes équipes européennes et le lendemain, tu perds contre Győr. En 2012, Montpellier écrit l'histoire en remportant son premier titre de champion de France. Bon, évidemment que ce titre, c'est le plus grand moment du club, mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est la Ligue des Champions. Et malgré son immense saison, Montpellier ne va perdre qu'un seul joueur important, son buteur, Olivier Giroud. Le meilleur buteur de Ligue 1 s'envole pour Arsenal contre 12 millions d'euros. Malgré son statut de champion de France, Montpellier se retrouve dans le chapeau 4, à cause de son faible coefficient UEFA. Et le tirage va être plutôt clément avec Arsenal, Schalke et l'Olympiakos. Bon, si Arsenal et Schalke paraissent au-dessus, l'objectif c'est la 3e place. Et la 3e place, ça veut dire Europa League. Pour sa première en Ligue des Champions, Montpellier démarre par une affiche de rêve avec la réception des Gunners à la Mosson. Et devinez qui retrouve déjà la paillade 2 mois après son départ, Gigi. Et le match va parfaitement commencer avec cette faute sur Belhanda à la 8e minute, penalty. Et le Marocain va avoir les cojones de mettre une panenka, Montpellier mène 1-0. Mais suite à 2 errements défensifs, Montpellier va encaisser 2 buts en 3 minutes, tout est à refaire. Mais ce soir-là, les Payadins vont sortir un grand match, entre la barre de Cabella, le raté incompréhensible de Belhanda, Montpellier est passé à rien de la victoire. Et encore, j'ai pas évoqué un penalty ou bien en fin de match, mais bon, tant pis. Cette défaite de 1 est cruelle, mais elle est motif d'espoir pour la suite. Pour la 2e journée, Montpellier se déplace à ils vont à Schalke. Le gros début de match des Montpelliérains va être récompensé avec ce bijou d'Aïd Fana à la 13e minute. Mais Schalke va vite réagir avec l'égalisation d'un très jeune Ryan Draxler. Mais à la 53e, le sort s'acharne sur Montpellier avec une triple peine, rouge pour Boccali, penalty et but. À 10 contre 11, Montpellier subit, mais à la 90e, Camara vient arracher le nul de partout. Et au vu du scénario du match, c'est un très bon point. Et avec 1 point pris sur 6, la double confrontation contre l'Olympiakos, elle est importantissime. En plus, l'Olympiakos de Léo Jardim a perdu ses 2 premiers matchs, donc pas le droit à l'erreur. Pour la première bataille à la Mosson, les Montpelliérains vont prendre le contrôle du match et vont ouvrir le score autour des vestiaires sur ce but de Charbonnier. Mais à la 79e, Toros va égaliser, et pire, les Grecs vont marquer en contre dans le temps additionnel sur un but de Kostas Mitroglou. Ouais, Mitroglou. Et clairement, avec seulement 2 tirs cadrés pour les Grecs, c'est un vol. Et du coup, la 4e journée au Pirée, c'est la rencontre de la dernière chance. Et pour l'occasion, René Girard fait son retour de suspension. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais il avait été suspendu après un doigt d'honneur sur l'entraîneur de Schalke. Et l'histoire va très mal commencer pour le MHSC, avec l'ouverture du score de Machado dès la 4e minute. Dans une rencontre équilibrée, la chance va enfin sourire aux Montpelliérains, avec ce penalty généreux accordé à Belhanda. Le numéro 10 se fait lui-même justice, l'espoir renaît. Mais cet espoir sera de courte durée, car Montpellier craque sur coup de pied arrêté à la 80e, et 2 minutes plus tard, Mitroglou fait le break, score final 3-1. Et avec cette défaite, Montpellier dit adieu au week-end de Ligue des Champions, et avec 6 points de retard sur l'Olympiakos, dit presque adieu à l'Europe. Pour la 5e journée, Montpellier a le droit à son match de gala à l'Emirates Stadium. Foutu pour foutu, Girard tente un coup, avec le repositionnement de Mapou en 6. Et ce choix va porter ses fruits, car en première mi-temps, Montpellier tient 0-0. Mais dès le retour des vestiaires, Wischer ouvre le score et Podolski va marquer un banger pour le but du break, défaite 2-0. Bon, les espoirs d'Europe seront définitivement enterrés avec cette défaite, la dernière journée, elle sera pour l'honneur. Et pour sa last dance européenne, Montpellier reçoit Schalke. Et on aura une immense surprise au cage avec la présence de Ligali, que je connais personnellement en plus. S'en fout, s'en branle, vraiment. Bref, le match.
Il faut attendre la seconde période pour voir le match s'enflammer avec une frappe d'Herrera sauvée sur la ligne. Mais comme d'hab, Montpellier va se faire piéger avec ce but de Védès à la 56e. Mais Herrera va enfin marquer un but et si Montpellier allait chercher sa première victoire en Ligue des Champions à la dernière journée? Eh ben non, il y aura un partout. Bon, on n'oubliera pas les 2 énormes arrêts du gardien en fin de match, mais surtout la masterclass de Romain Pitot en deuxième mi-temps. Ouais, Romain Pitot. Schalke terminera premier de la poule et Montpellier bon dernier avec 2 points. Putain, et le pire c'est qu'ils ont pris les 2 points contre le premier de la poule, hein. Vraiment c'est Montpellier ça, putain. Tout craché. Et encore aujourd'hui, ce parcours, c'est le dernier du MHSC en Coupe d'Europe. Et ben voilà, c'était ma première vidéo sur YouTube, je suis trop content de l'avoir fait, vraiment c'était un grand plaisir. Moi maintenant ce que je te demande, c'est juste de t'abonner, un petit like, bon tu connais la chanson, et surtout de me dire quel club pour le prochain. Saint-Etienne, Paris, Montpellier, va me le faire. Bref, en tout cas nous on se retrouve très vite sur cette chaîne, c'est le Bureau Foot, bienvenue, et au revoir du coup. Ciao, abonne-toi.